Je suis ravi de vous présenter Louis Lambrecht. Je vous ai dit que cette année, pour ma dernière série de cours, je voulais finalement rendre hommage à mes jeunes collègues de l'Institut Pasteur. Et Louis Lambrecht en fait partie. Donc Louis est en fait responsable de l'unité des interactions agents infectieux moustiques ou insectes à l'Institut Pasteur. Il est d'ailleurs responsable de cette unité depuis peu, puisqu'il a été nommé très récemment directeur de recherche et donc directeur de cette unité à l'Institut Pasteur. Il a fait sa thèse plutôt en écologie et biologie des populations à Paris Sud, un cursus qui l'a amené à s'intéresser à la biologie des insectes, bien entendu, y compris en postdoc aux États-Unis. Et puis en 2011-2012, avec ma collègue Pascal Cossard, on a obtenu un gros financement par le programme d'investissement d'avenir pour l'Institut Pasteur pour faire ce qu'on appelait un LabEx, un laboratoire d'excellence sur la biologie des maladies infectieuses émergentes. Et donc on a commencé à tenter d'identifier des jeunes chercheurs prometteurs qui pourraient, au fond, démarrer, nous aider à construire ce LabEx sous forme de ce qu'on appelait des G5, un groupe à 5 ans à l'Institut Pasteur, qui est la façon de rentrer à l'Institut Pasteur. Et parmi ces jeunes chercheurs prometteurs, on a bien entendu identifié et au fond sélectionné, si je puis dire, Louis, qui avait un projet qui nous a beaucoup plu d'emblée parce qu'il s'intéressait à la génétique des moustiques, mais à la génétique des moustiques, bien entendu, en tant que porteur d'agents pathogènes, mais surtout dans la vraie vie, c'est-à-dire dans les zones où ces maladies se développent, en particulier le paludisme ou les arboviroses en Asie et en Asie du Sud-Est. Donc ça nous a beaucoup plu et au fond, il a bien entendu confirmé. On l'a pasteurisé à cette époque parce qu'il était, il était CNRS, un chercheur au CNRS, et il est devenu chercheur à l'Institut Pasteur. Et donc il va vous montrer le chemin qu'il a fait depuis 2013 ou 2014, où il a commencé ce G5 et puis maintenant cette unité sur l'interface microbes et insectes et moustiques en particulier. Voilà, merci beaucoup Louis. Bonsoir à tous. Vous m'entendez correctement? Oui. Merci Philippe de m'avoir présenté. Et ce que je vais faire dans cet exposé, ce n'est pas spécialement de vous détailler mon programme de recherche, mais plutôt de faire suite à la leçon qui était assez générale sur l'émergence des maladies infectieuses. Et là, de rentrer vraiment dans les détails d'un cas particulier qui est celui des virus qui sont transmis par les moustiques, dont je suis un spécialiste, mais je vais plutôt prendre des exemples qui ne sont pas forcément issus de mon travail, pour vous illustrer à quel point ces virus transmis par des moustiques sont un problème de santé publique, quelles sont les causes de l'émergence de ces virus, enfin celles que l'on croit connaître en tout cas, et puis éventuellement les solutions qu'on peut y apporter, même si malheureusement vous verrez, on n'a pas beaucoup de solutions à l'heure actuelle, mais on y travaille. Et donc je vous montrerai qu'est-ce qui est en développement pour essayer de lutter contre ces virus émergents. Voilà. Alors je suis sûr que dans cette salle, tout le monde a entendu parler de l'un ou l'autre de ces virus émergents transmis par les moustiques. Le virus de l'encéphalite japonaise, les virus de la dengue, le virus de la fièvre jaune, le virus Zika, le virus chikungunya, le virus de la fièvre de la vallée du Rift, le virus Mayaro, le virus Oropush, qui sont à l'heure actuelle les virus transmis par les moustiques émergents dont on considère qu'ils sont les plus importants pour la santé publique. Et comme vous pouvez voir, ils sont distribués de manière assez large à travers le monde, principalement dans la zone tropicale. Mais comme vous verrez par la suite, ils posent des problèmes bien au-delà de la zone tropicale. Et on va comprendre pourquoi. Alors ces virus émergents transmis par les moustiques sont des arbovirus. Donc ce n'est pas la première fois que vous entendez le terme. Les arbovirus, en anglais, c'est les virus transmis par les arthropodes. Et le terme arbovirus fait référence à un groupe très vaste et très diversifié de virus qui partagent une aptitude assez remarquable qui est de pouvoir infecter à la fois un hôte vertébré, qui peut être un primate ou un oiseau, et un hôte invertébré, qui est un arthropode. Ça peut être un moustique, ça peut être une tique, ça peut être aussi des phlébotomes, des culicoïdes, enfin il y a des vers, les moustiques et les tiques étant les principaux impliqués dans les maladies humaines. Et cet hôte,
qui est vraiment un hôte à part entière, et j'insiste là-dessus, on l'appelle souvent le vecteur. Mais si on se place du point de vue de l'arthropode, en fait, nous sommes les vecteurs de son virus. Donc c'est vraiment une situation symétrique. Et c'est remarquable parce que, en faisant référence à ce que Philippe a décrit dans sa leçon du saut d'espèce, ce sont des virus qui finalement font un saut d'espèce à chaque cycle de transmission. Ils passent d'une espèce invertébrée à une espèce vertébrée systématiquement. Ça fait partie de leur cycle de vie. Et parfois, ces cycles ne sont pas vraiment des cycles au sens circulaire, mais vraiment des réseaux de transmission où il peut y avoir plusieurs hôtes vertébrés et plusieurs hôtes invertébrés qui sont impliqués dans le cycle de vie. Alors j'ai divisé cet exposé en trois parties principales. Dans la première partie, je vais utiliser 3 exemples de virus transmis par les moustiques qui sont un peu emblématiques. Le virus de la fièvre jaune, le virus de la dengue et le virus Zika, et que j'utiliserai donc pour illustrer le principe et le mécanisme de l'émergence de ces virus. Dans la deuxième partie, je vous parlerai des facteurs dont on pense qu'ils sont sous-jacents à cette émergence, à ces émergences. Et ce sont principalement la mondialisation, l'urbanisation et le manque de méthodes de contrôle. Et dans la troisième partie, j'essaierai d'aller un peu plus dans les détails de justement les méthodes de contrôle qui existent, pourquoi sont-elles insuffisantes et quelles sont celles en cours de développement qui peuvent nous laisser espérer qu'un jour on arrivera à contrôler ces virus émergents. Alors le premier virus transmis par les moustiques qui a vraiment représenté un problème de santé publique, c'est le virus de la fièvre jaune, qui est vraiment un virus emblématique de ce point de vue-là. Il a été importé aux Amériques en provenance d'Afrique à travers la traite des esclaves il y a environ 400 ans. Donc dès qu'on a découvert le Nouveau Monde, le commerce qui s'est installé, et notamment le commerce d'esclaves entre l'Afrique et les Amériques, a amené avec lui un cortège de choses, et notamment des microbes, Philippe l'a bien souligné. Et le virus de la fièvre jaune, donc, il a causé de nombreuses épidémies dans les îles des Caraïbes, mais également dans les ports de l'Amérique du Nord, y compris la Nouvelle-Orléans, Philadelphie et même jusqu'à New York City, au début de manière très sporadique et puis de façon de plus en plus intense au XVIIIe et XIXe siècle. Par exemple, en 1878, il y a eu 100 000 infections et plus de 20 000 morts dans la vallée du Mississippi liées à la fièvre jaune. C'est un virus redoutable parce qu'il est extrêmement mortel. C'est vraiment un virus qui se classe dans la famille des virus émergents très dangereux, un peu comme Ebola. Il a un taux de mortalité qui peut aller jusqu'à 50%. Donc c'est une fièvre hémorragique. Le virus de la fièvre jaune cause une fièvre hémorragique dont les symptômes sont la fièvre, évidemment, la jaunisse qui est caractéristique de ce virus, des maux de tête, des vomissements, un syndrome de fatigue. Et comme je disais, sans traitement, on y passe une fois sur 2, quasiment. Et le plus paradoxal avec ce virus, c'est qu'on a un vaccin très efficace contre le virus de la fièvre jaune qui a été développé il y a plus de 70 ans. Or, il cause toujours plus de 200 000 cas par an à travers le monde, dont 30 000 morts. Et ce qui est encore plus paradoxal, c'est que malgré ce vaccin qui existe et qui est redoutablement efficace, on a une résurgence de la fièvre jaune ces dernières années à travers le monde, dans les régions où le virus est endémique. Donc en Angola, par exemple, en 2015 et 2016, il y a eu plus de 4000 cas suspectés de fièvre jaune, dont environ 900 confirmés et presque 400 morts. Et cette épidémie en Angola a eu des répercussions dans les pays voisins, donc on voit que les cas ont été importés ailleurs, dans les pays d'Afrique centrale ici. Et le même scénario quasiment s'est produit entre 2016 et 2018 au Brésil, où il y a eu plus de 1500 cas confirmés et environ 500 morts au Brésil, et puis aussi quelques-uns dans les pays voisins du bassin amazonien, où la fièvre jaune est endémique, qui ont également, pareil, eu des répercussions dans des pays où normalement le virus de la fièvre jaune ne circule pas. Ici, on voit en Amérique du Sud, hors de la zone tropicale, et puis en Europe, où il y a eu des importations, y compris des décès liés à la fièvre jaune. Voilà, donc le virus de la fièvre jaune, c'est un virus qui historiquement a été très important. On pense même qu'il a contribué à façonner la conquête des Amériques, parce qu'il a décimé les populations d'Amérindiens, parce qu'il a causé ces épidémies massives dans les ports, mais il continue de faire parler de lui alors qu'on a ce vaccin très efficace
mais visiblement qui n'est pas produit en quantité suffisante et ou qui n'est pas distribué de manière suffisamment large pour empêcher le virus de ressurgir régulièrement. Le deuxième virus dont je veux parler, c'est les virus de la dengue, puisqu'il y en a 4. C'est de loin les virus transmis par les moustiques qui sont les plus prévalents à travers le monde. On pense qu'il y a environ 4 milliards de personnes qui sont à risque de contracter la dengue, donc ça fait quasiment la moitié de la population humaine qui est à risque. Le résultat, c'est 100 millions de cas par an. Là, on parle de millions de cas par an, dont 20 000 morts, ce qui est relativement faible en termes de mortalité, mais 100 millions de cas par an, lors d'épidémies, ça peut vraiment submerger les systèmes de santé publique dans les pays qui sont concernés. Et ces 100 millions cachent en fait la partie immergée de l'iceberg, puisqu'il y a environ 3 fois plus d'infections qui sont soit pas symptomatiques du tout, soit faiblement symptomatiques et donc pas forcément enregistrées dans les registres, parce que les gens ne vont pas consulter s'ils ont une dengue qui parfois ne prend la forme que d'une petite grippe tropicales et pour lesquelles les gens n'ont pas forcément les moyens ou l'envie d'aller consulter. Donc c'est vraiment là une maladie extrêmement répandue, hein, c'est parmi les maladies les plus répandues à travers le monde. Les symptômes de la dengue classique, c'est des douleurs oculaires, musculaires, osseuses, articulaires, des nausées, des vomissements, une éruption cutanée parfois et des maux de tête. Mais dans certains cas, la dengue évolue vers une forme grave, et notamment un syndrome de choc, qui est en fait une sorte d'épanchement interne et d'hémorragie interne qui peut causer la mort, si elle n'est pas traitée. La dengue est causée par 4 virus, qu'on appelle les sérotypes, dengue 1, 2, 3 et 4, qui sont en fait génétiquement proches, mais néanmoins distincts, et qui, du point de vue immunologique, ne sont pas indépendants. Et c'est ça toute la subtilité de la dengue, c'est qu'en fait, il y a un phénomène qui fait que quand on est exposé à un premier des 4 virus, on devient immunisé contre ce virus, donc on est protégé à vie, si on a survécu, bien entendu, mais on est plus à risque de contracter une forme sévère de la dengue si on est infecté par un autre sérotype. Et ça, c'est dû à un phénomène un peu pervers qu'on appelle facilitation par les anticorps, qui fait que les anticorps qui reconnaissent le premier virus qui nous a infectés n'est pas capable de neutraliser les autres virus parce qu'ils sont trop éloignés, mais néanmoins suffisamment proches pour que le virus facilite l'infection des cellules immunitaires de l'individu. Donc ce jeu d'interférence entre les sérotypes, non seulement est responsable de cas plus sévères qui ne serait le cas s'il n'y avait qu'un seul sérotype, mais rend la chose très compliquée pour le développement d'un vaccin, parce qu'il faut absolument que le vaccin soit tétravalent, c'est-à-dire que le vaccin protège contre les 4 virus à la fois. Si on protège contre l'un mais pas les autres, finalement on met les gens plus à risque d'une forme sévère. Donc c'est un grand problème pour le virus de la dengue, les virus de la dengue. L'émergence de la dengue à l'échelle mondiale s'est faite en 3 grandes étapes. La première s'étale jusqu'à environ 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'époque où il y a un test diagnostique spécifique qui a été mis au point, mais on a quand même des descriptions antérieures d'épidémies qui font penser à la dengue, et notamment aussi précocement qu'en Chine médiévale, on sait qu'il y a des épidémies qui étaient probablement des épidémies de dengue. En fait, les occurrences de la dengue ont été plus fréquentes à partir du XVIIIe siècle, avec des épidémies sporadiques dans les ports. Vous voyez ici, là, c'est toutes les épidémies qui ont eu lieu avant 1945. On voit que quasiment systématiquement, ce sont des villes portuaires. Et à partir de 1945, on est passé dans la deuxième phase de l'émergence de la dengue, où là, il y a eu une intensification de la circulation des virus de la dengue, et notamment le fait que plusieurs sérotypes ont co-circulé. Donc on voit ici qu'on commence à avoir 2, 3, parfois même 4 sérotypes qui co-circulent au même endroit, et également l'apparition de la fameuse dengue hémorragique, dont les formes sévères de la dengue qui jusque-là n'avaient pas forcément été identifiées. La troisième phase de l'émergence de la dengue, c'est une généralisation à partir de la fin des années 90 dans toute la ceinture tropicale, où la dengue se propage dans les zones urbaines, mais aussi les zones rurales. Et ça, c'est une grande différence, parce que jusque-là, c'était surtout des villes portuaires qui étaient affectées. Mais à partir de la fin du XXe siècle, on a vraiment la dengue rurale qui se développe, avec les villes qui jouent le rôle de source
enfin, les mégalopoles tropicales notamment jouent le rôle de source permanente de virus, et le virus peut périodiquement se répandre dans les campagnes. Aujourd'hui, on pense que la dengue est présente dans plus de 128 pays, donc c'est vraiment là un problème mondial d'ampleur au niveau de la santé publique. Je passe au virus Zika, qui lui est un petit dernier. C'est un virus qui a émergé très récemment. Je me doute que dans cette salle, certains ont entendu parler de ce virus. En fait, il a été isolé pour la première fois en 1947 en Ouganda, dans la forêt de Zika, qui lui a donné son nom. Et pendant les 70 ans qui ont suivi, on considérait que c'était un virus bénin qui causait quelques infections sporadiques qui avaient été détectées en Afrique tropicale et un petit peu en Asie du Sud-Est, mais qui étaient généralement pas associées à une pathologie sévère. Et donc, quelques spécialistes connaissaient ce virus, mais il n'était pas d'importance médicale. C'est en 2007 que le virus Zika a commencé à vraiment montrer son potentiel. Il a infecté environ 75% de la population de l'île de Yap en Micronésie. Et à partir de là, il a commencé une expansion géographique à travers le Pacifique, avec la Polynésie française en 2013, la Calédonie juste après. On voit qu'il est arrivé à l'île de Pâques ici en 2014. Et là où vraiment les choses se sont aggravées sérieusement, c'est quand il a atteint le Brésil fin 2014, et où pendant l'année qui a suivi, en fait, il était assez discret, mais en 2015 et en 2016, il y a eu une épidémie massive qui a ravagé le Brésil et puis toute l'Amérique latine. Des millions de cas ont eu lieu. Et là, l'épidémie s'est terminée, disons, l'année dernière. Mais vraiment, le virus qui était donc quasiment inconnu, enfin, très certainement inconnu du grand public, mais même pas forcément connu des spécialistes, avait fait la une des journaux. Alors le virus Zika, il crée des symptômes qui sont finalement similaires à ses cousins de la fièvre jaune et de la dengue. Une conjonctivite qui est assez caractéristique, de la fièvre, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, une éruption cutanée, des maux de tête, vous voyez, donc on retrouve toujours un peu les mêmes symptômes. Par contre, ce qui le caractérise, c'est qu'en plus de la transmission par le moustique, le virus Zika peut être transmis par voie sexuelle. Et il peut être également transmis de la mère au fœtus lors de la grossesse. Ce qui en fait vraiment un virus dangereux, et vous allez voir pourquoi dans la diapositive suivante. On pense qu'il y a environ 50 à 80% des infections qui sont asymptomatiques. Et ça reste vrai même après l'épidémie latino-américaine. Dans 20 à 50% des cas, on n'a que des symptômes modérés. Et les complications sont finalement très rares. On ne meurt quasiment pas du virus Zika, et les complications, c'est dans moins de 1% des cas. Néanmoins, quand il y a des millions d'infections, 1% de complications sévères, ça fait beaucoup de gens. Et c'est surtout le cas pour... le virus Zika est surtout célèbre pour les complications qu'il engendre au niveau du développement du fœtus. Parce que lorsqu'une maman est infectée par le virus Zika, et notamment pendant le premier trimestre de la grossesse, dans 20 ou 30% des cas, c'est le fœtus qui va être infecté aussi. Et ça peut mener à un avortement. Et surtout, ça peut mener à ce qu'on appelle le syndrome congénital de Zika, qui est un ensemble finalement d'anomalies du développement cérébral, et notamment la fameuse microcéphalie, qui est la naissance d'un enfant avec une tête dont le diamètre est réduit, et tout ça parce qu'à l'intérieur, le cerveau ne s'est pas développé correctement, ce qui évidemment pose tout un tas de problèmes largement au-delà de l'infection, et probablement pour toute la vie de cet enfant. Voilà. Donc, maintenant, je vais essayer d'aborder les causes et les mécanismes qui sont sous-jacents à l'émergence de ces virus. Donc, j'ai donné 3 exemples, il y en a beaucoup d'autres, mais ces 3 exemples, je vais les réutiliser pour pouvoir illustrer ces mécanismes. Tout d'abord, d'où viennent ces arbovirus? Alors, les arbovirus, en tout cas les 3 que j'ai cités, la dengue, la fièvre jaune et puis le Zika, ce sont des virus qui circulent dans des cycles dits selvatiques entre des animaux non humains, le plus souvent des primates, et des moustiques forestiers. Et donc, on a finalement un pathogène zoonotique qui, à la faveur d'un contact avec l'homme, va parfois émerger dans la population humaine. Alors, ce contact, il se fait souvent dans des zones rurales où des moustiques, qu'on appelle des moustiques bridge en anglais, donc ils font le pont entre un cycle selvatique et un cycle domestique, vont transmettre le virus de son hôte non humain à un hôte humain.
Et si la circulation du virus a lieu dans la population humaine et que le virus peut être transmis par des moustiques qu'on appelle domestiques, alors on peut avoir la naissance d'un cycle humain plus ou moins pérenne, mais qui va ensuite être considéré comme un problème de santé publique. Donc on a finalement le phénomène de spillover que Philippe a décrit tout à l'heure. Parfois, les épidémies ne sont que liées à du spillover, c'est-à-dire du débordement du cycle selvatique. La fièvre jaune, actuellement, c'est essentiellement des phénomènes de spillover, donc il n'y a pas de cycle humain qui soit vraiment mis en place, même si c'est possible. Le Zika, c'est pareil, hein, on a eu du spillover avec de la transmission humaine pendant quelques années, et puis on considère que le virus a disparu de la population humaine jusqu'à la prochaine émergence. La dengue, par contre, s'est installée dans la population humaine, et à l'heure actuelle, les virus circulent de manière autonome, entre guillemets, dans la population humaine, tandis qu'il existe toujours un cycle selvatique de la dengue qui correspond maintenant à des virus qui ont évolué et qui sont devenus différents. Voilà, donc ça correspond vraiment bien à ce que Philippe a décrit dans la leçon, où on a un pathogène qui, à l'origine, circule chez l'animal non humain et qui, à un moment, a une opportunité de passer chez l'homme et, avec ou sans adaptation, peut ensuite générer un cycle chez l'homme. Les trois facteurs principaux de l'émergence de ces arbovirus, ce sont la mondialisation, l'urbanisation et le fait que les méthodes de prévention qu'on a à nos dispositions sont totalement insuffisantes. D'une part, il y a très peu de vaccins pour se protéger contre ces arbovirus, mis à part la fièvre jaune, hein, pour lequel le vaccin est très efficace. Pour les autres virus, en général, on n'a pas de vaccin. Et donc la méthode principale de protection, de prévention, c'est de lutter contre les vecteurs, les moustiques. Or, ces méthodes, jusqu'à l'heure actuelle, sont essentiellement basées sur l'utilisation massive de pesticides, qui inévitablement conduit à l'évolution de la résistance aux pesticides chez les moustiques et qui, de fait, sont souvent inefficaces. Alors, vous avez vu une image similaire tout à l'heure, hein. C'est le réseau mondial d'aviation, où on voit que chaque ligne représente en fait une connexion aérienne directe entre deux points de la planète. Et ici, la couleur représente en plus l'intensité du trafic. Donc, par exemple, quand c'est bleu, ça veut dire que le trafic est modéré. Quand c'est jaune, le trafic est plus important. Et là où il y a le plus de trafic, c'est en rouge. Donc, ce que cette image est censée illustrer, c'est qu'on vit dans un monde hyper connecté où on peut se déplacer d'un point à l'autre de la planète en quelques heures, quasiment de manière généralisée. Il y a peu d'endroits de la planète où on n'est pas proche d'un aéroport qui peut nous emmener à l'autre bout du monde en quelques heures. On peut le voir aussi à travers l'évolution du nombre d'arrivées touristiques dans les pays. Donc sur ce graphe, vous voyez la quantité de touristes qui est enregistrée au cours du temps. Et on voit qu'entre 2010 et 2020, on a dépassé le milliard de touristes par an. Et on voit que depuis, ça continue de grimper et qu'on s'attend à ce que d'ici 2030, on sera à bientôt 2 milliards d'arrivées touristiques. C'est traditionnellement en Europe qu'on a le plus de touristes. Mais on voit que depuis le début du siècle, disons, enfin du 21e siècle, on a un essor du tourisme en Asie, Asie et Pacifique, qui contribue donc grandement à l'échange de personnes à travers la planète. Et on pense que ce sont ces échanges, ce transport aérien très intense, très rapide et exponentiellement croissant qui favorise la dispersion des virus à travers le monde, et notamment des arbovirus. Donc là, j'insiste sur le fait que ce sont les gens qui transportent les virus, ce ne sont pas les moustiques. Les moustiques, eux, ne se déplacent pas par avion, ou très très peu, même si les techniques de démoustication dans les avions ne fonctionnent probablement pas très bien. C'est très rare qu'un moustique lui-même transporte un virus. Ce sont vraiment les gens infectés qui sont virémiques et qui prennent l'avion au moment où ils sont malades, ou pas forcément malades, mais vont l'être. Ils sont en incubation, et ce sont les gens qui voyagent avec le virus et qui le transportent à l'autre bout du monde. Donc quelqu'un va en vacances dans les Caraïbes, se fait piquer par un moustique infecté et ramène, en plus de ses valises, du virus dans son sang. Et il va se faire piquer à l'arrivée par un moustique qui potentiellement va générer une nouvelle épidémie. Et ça a été très bien illustré, par exemple, récemment, dans le cas du virus Zika,
parce que nos collègues américains qui s'intéressaient justement à l'importation du virus Zika dans les zones à risque, donc notamment ici en Floride, où il y a des vecteurs compétents pour le virus Zika, et en Europe, il s'est aperçu que l'importation du virus Zika avait considérablement décru à la fin de l'année 2016, à l'époque où l'épidémie était en train de se terminer dans la majorité de l'Amérique latine. Mais au début de l'année 2017, ils ont commencé à avoir une sorte de petite résurgence d'importation de cas, à la fois en Floride et à la fois en Europe. Et ils se sont rendus compte que 98% de tous ces cas associés à des voyageurs étaient originaires de Cuba. Et c'est comme ça qu'ils ont mis à jour une épidémie cachée, une épidémie un peu cryptique qui n'avait pas forcément été déclarée par les autorités de santé publique à Cuba, simplement en analysant les importations de virus par les voyageurs. Donc cet exemple montre bien à quel point c'est les voyageurs qui sont responsables de la mondialisation des virus. Il y a une autre façon dont on détecte aussi ces importations, et ça c'est de plus en plus fréquent avec le séquençage au débit, c'est quand on fait l'analyse phylogénétique des virus, parce que ces virus, on peut facilement accéder à la séquence de leur génome maintenant, quasiment en temps réel. Et lorsqu'on reconstruit un arbre phylogénétique de virus, donc ici encore le virus Zika, vous voyez, chaque point là, correspond à un isolat, c'est-à-dire un échantillon issu d'un patient. Et la couleur représente la région géographique où ce virus a été isolé. Donc en bleu, c'est l'Amérique du Sud, en vert, c'est l'Amérique centrale, et en orange, c'est les Caraïbes. Donc on voit que là, il y a une épidémie de Zika qui a eu lieu en Amérique latine de manière générale. Et puis d'un coup, on a ces virus rouges là qui sont isolés en Angola et qui pourtant ont l'air de brancher dans les virus d'Amérique latine. Et si on zoome un petit peu à ce niveau-là, on voit qu'effectivement, il y a 3 virus qui ont été séquencés en Angola au cours de l'année 2017 et dont la parenté généalogique, en fait, les relie à un virus brésilien et de manière générale à d'autres virus qui ont été isolés en Amérique latine. Donc ce genre de cas est très fréquent. On voit bien qu'en fait, il est très très probable que le virus d'Angola ait été importé par un Brésilien ou quelqu'un qui était en tout cas au Brésil et qui a voyagé en Angola et qui a apporté le virus dans son sang. Voilà. Je passe à l'urbanisation, qui est le deuxième grand facteur sous-jacent à l'émergence des arbovirus. On sait que la population humaine a sûrement dépassé 7 milliards et demi d'habitants et continue de croître. La moitié au moins de cette population est urbaine. Philippe l'a mentionné tout à l'heure. On pense que d'ici 2050, 75% des gens sur cette planète vivront en ville. Et évidemment, l'urbanisation a de nombreuses conséquences sur l'environnement. Donc, il y a la déforestation. Il y a aussi notamment le développement des mégalopoles. Et en région tropicale, quand on regarde la taille des mégalopoles d'Asie du Sud-Est en vert et d'Amérique tropicale en bleu, on voit que dans les années 50, la taille moyenne de ces villes, c'était plutôt le million d'habitants. Et en 2010, 60 ans plus tard, on est plutôt autour de 10 millions d'habitants. Et on a entendu des exemples tout à l'heure de villes encore plus grandes que ça. Et je pense que cette tendance va continuer. Alors pourquoi est-ce que l'urbanisation est un problème finalement ? Il y a le fait qu'il y a des grandes concentrations d'êtres humains très denses qui favorisent les épidémies de manière générale. Mais pourquoi les arbovirus ? C'est parce que ces villes favorisent également la prolifération des vecteurs, les vecteurs dits domestiques, ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure à propos du cycle humain des arbovirus. En fait, ces vecteurs-là prolifèrent dans des zones urbaines parce que ce sont des moustiques adaptés à l'environnement urbain. Et je vais parler de 2 moustiques en particulier, Aedes aegypti et Aedes albopictus. Ces 2 moustiques s'épanouissent en milieu urbain parce que, en fait, ils se développent dans des récipients artificiels, que ce soit des récipients abandonnés ici, des pneus usagés, des bidons, des parpaings, enfin on peut imaginer les soucoupes sous les pots de fleurs, etc. Et donc, évidemment, l'environnement urbain regorge de ce genre d'habitat pour les larves de moustiques. Par ailleurs, ces moustiques se nourrissent principalement sur l'homme. Lui, en particulier, Aedes aegypti, ne se nourrit quasiment que sur l'homme. Il a une préférence quasi exclusive pour le sang humain, donc il va d'autant plus facilement transmettre des pathogènes puisqu'il ne pique que l'homme. Les deux sont des piqueurs de jour, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se protéger contre ces moustiques avec des moustiquaires. Il faut des répulsifs, il faut des habits longs, mais c'est plus compliqué que dormir sous une moustiquaire. Et puis, ils ont la faculté de pondre des œufs qui sont résistants à la sécheresse,
Ce qui veut dire que même dans les régions où il y a une saison sèche, les moustiques vont patiemment attendre au stade œuf qu'il y ait une nouvelle pluie et que les œufs qui étaient cachés dans un pneu ou cachés dans un parpaing vont pouvoir éclore et régénérer la population de moustiques à l'arrivée des pluies. Le plus redoutable, c'est clairement Aedes aegypti, ce moustique, le moustique de la fièvre jaune, c'est comme ça qu'on l'appelle historiquement, mais c'est aussi le vecteur principal de la dengue et le vecteur principal du virus Zika. Donc, ce moustique-là, en fait, il a une origine africaine. Il était autrefois présent dans les forêts tropicales d'Afrique. Et puis, au cours des derniers siècles, il s'est vraiment répandu à travers la planète. C'est une espèce invasive, hein, rien d'autre que ça. Aujourd'hui, il est présent dans toute la ceinture tropicale et même en région subtropicale, ici en Floride, en Californie, dans le nord de l'Australie et dans le sud de la Chine. Donc vous voyez que c'est un moustique qui est ubiquitaire dans les régions tropicales et subtropicales de la planète. Et la raison pour laquelle il s'est répandu géographiquement, c'est un peu la même histoire que celle de la fièvre jaune, c'est-à-dire qu'il a profité de la découverte des Amériques et du commerce qui s'est installé, notamment de la traite des esclaves, pour faire de l'autostop avec les bateaux qui traversaient l'Atlantique. Et dans les bateaux, il y avait tout ce qu'il fallait pour que plusieurs générations de moustiques puissent se succéder, puisque les navigateurs avaient de l'eau potable dans des bidons, dans des tonneaux, j'imagine, à l'époque, et où le moustique pouvait se développer au stade larvaire. Et puis, il y avait des gens à piquer pour les repas sanguins, et c'est comme ça que non seulement le virus de la fièvre jaune, mais aussi le moustique qu'il transmettait traversait l'Atlantique et causait des épidémies dans les villes portuaires des Amériques. Et donc, quand on regarde ici le nombre de régions du monde qui est concerné par la présence d'Aedes aegypti, on voit qu'entre la fin des années 90 et aujourd'hui, ça a quasiment triplé, principalement en Asie et aux Amériques. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le nombre de régions géographiques qui sont concernées par la dengue, on a à peu près la même évolution. Alors évidemment, ça reste une corrélation, hein, ça ne prouve pas de relation de cause à effet, mais on pense quand même que cette corrélation traduit effectivement une relation de causalité, parce que c'est Aedes aegypti dont on pense qu'il a été le facteur principal d'émergence de la dengue à travers le monde, et que c'est probablement parce que Aedes aegypti est présent que la dengue est présente. Et c'est vrai que cette équation entre Aedes aegypti et la dengue, elle est quasiment toujours vraie, à quelques exceptions près. Et dès qu'Aedes aegypti arrive quelque part, il ne faut pas attendre plus de quelques années pour que la dengue émerge également. Un exemple de ce phénomène, c'est l'île de Madère, qui est techniquement au Portugal. C'est un territoire portugais, mais qui est au large des côtes du Maroc. Madère a vu son territoire infesté par Aedes aegypti au début des années 2000, et en 2012, ils ont eu leur première épidémie de dengue. Donc, encore une fois, Aedes aegypti, comme à l'époque de la traite des esclaves, Aedes aegypti a amené avec lui des virus originaires des tropiques. Le deuxième moustique dont je veux parler, c'est le moustique tigre. Vous avez déjà entendu, il a été mentionné déjà plusieurs fois. C'est celui qui est présent en Europe, même dans le sud de la France, et puis de plus en plus dans des contrées septentrionales, et il a même été donc détecté en région parisienne dès l'année dernière, et on pense que ça va continuer. Alors ce moustique-là, contrairement à Aedes aegypti, il est originaire des forêts d'Asie du Sud-Est, mais un peu comme son cousin, il s'est répandu à travers la planète, non pas au cours des derniers siècles, mais lui au cours des dernières décennies. Donc c'est une espèce invasive parmi les plus invasives au monde, parce qu'en l'espace de 30 ans, il a littéralement colonisé non seulement les régions tropicales du globe, mais aussi des régions tempérées. Contrairement à Aedes aegypti qui, lui, se limite aux régions subtropicales, Aedes albopictus est trouvé jusqu'au nord des États-Unis. Donc je disais, tout le pourtour méditerranéen est infesté. Vous voyez ici en Chine, en Corée, au Japon et même dans le sud de l'Australie. Donc ce moustique-là, il est redoutable. Et la raison pour laquelle son expansion géographique a été beaucoup plus fulgurante finalement que Aedes aegypti, c'est parce qu'il a utilisé les moyens modernes, contrairement à Aegypti qui voyageait par bateau à voile. Aedes albopictus, lui, il a utilisé les cargos transatlantiques et internationaux de manière générale. Et on pense notamment qu'il a profité du commerce de pneus usagés. Je
sais pas si vous avez déjà essayé de vider un pneu qui contient de l'eau, c'est quasiment impossible, parce que chaque fois qu'on le retourne, l'eau va, par capillarité, se retrouver en bas. Donc il reste toujours un peu d'eau au fond d'un pneu, et c'est là que le moustique vient pondre ses œufs. Et même si l'eau venait à s'évaporer, de toute façon, l'œuf a cette capacité de résister à la dessiccation. Et donc quand il repleut dans le pneu, et souvent ça a lieu à l'autre bout du monde, et ben, le moustique est capable de régénérer son cycle et de continuer son expansion géographique. Donc on pense qu'Albopictus, entre autres, a voyagé à travers les pneus. Et puis également, je ne sais pas si vous connaissez les Lucky Bamboos, ces petits bambous asiatiques qu'on offre pour porter chance aux gens. Je ne pense pas qu'ils ne portent chance parce que souvent, dans le petit vase qui contient le bambou, il y a aussi des larves de moustiques ou des œufs de moustiques, et donc c'est un peu un cadeau empoisonné. C'est Aedes albopictus, donc, qui en Europe est responsable de l'émergence des arbovirus. Pas plus tard que le mois dernier, en octobre, on a eu les premiers cas autochtones de Zika à Hyères, ou en face, dans le Var. Et c'est également la région où il y a eu énormément de cas autochtones d'autres arbovirus, dont la dengue, ici, vous voyez en jaune, là. Et puis en vert, c'est le chikungunya. Alors, je n'ai pas beaucoup parlé du chikungunya, mais c'est également un problème. Ça fait déjà quelques années que très régulièrement, on a des importations de virus pour lesquels le moustique tigre est compétent, c'est-à-dire qu'il est capable de le retransmettre. Et on a des micro-épidémies. Souvent, ça se limite à quelques infections. Mais néanmoins, c'est une menace de plus en plus présente et de plus en plus fréquente. Et ça ne va pas s'arranger parce que toutes les modélisations de l'aire de répartition de ces moustiques montrent qu'elle va augmenter. Ici, vous avez le pourcentage de la population qui est à risque d'être exposée à Aedes aegypti ou à Aedes albopictus en fonction de 3 scénarios climatiques. Donc en bleu, on a un scénario assez conservateur, en vert, un scénario intermédiaire, en rouge, un scénario plutôt pessimiste. Mais on voit que dans les 3 cas, quel que soit le scénario, le pourcentage de la population à risque d'être piquée par ces 2 moustiques à travers le monde, elle va se situer entre 2 et 4% d'ici 2080, donc dans 50 ans ou 60 ans. Donc là, effectivement, il y a un effet probablement du réchauffement climatique en plus qui se greffe à la capacité invasive de ces moustiques, et on risque donc d'en entendre parler pendant un petit moment. Alors comment est-ce qu'on fait pour les contrôler, ces arbovirus, et qu'est-ce qui empêche de les contrôler jusqu'à présent? La méthode traditionnelle de contrôle des arbovirus, comme je vous disais, c'est de contrôler les populations de vecteurs, donc éliminer les moustiques. Et la seule façon qu'on sache faire jusqu'à présent, c'est d'utiliser des pesticides. Donc ça peut être ici là, une fumigation, ça peut être l'épandage d'insecticides, ça peut être des larvicides qu'on met dans les gîtes larvaires. Il y a plein de façons de faire, mais visiblement, c'est pas effectif. Pourtant, on sait que ça peut marcher. Il y a un exemple qui est toujours repris, qui est celui de la campagne d'éradication d'Aedes aegypti par l'Organisation panaméricaine de la santé. Dans les années 40, l'Organisation panaméricaine de la santé a décidé d'éliminer tout simplement le moustique Aedes aegypti de l'Amérique latine. Et c'était surtout à cause du problème de la fièvre jaune. Et ça a été fait par épandage de DDT, ce fameux insecticide qui est un désastre pour l'environnement, mais qui est redoutablement efficace pour se débarrasser des moustiques. Donc ils ont appliqué ce qu'on appelle un traitement périfocal, donc pour chaque gîte larvaire, parce que les moustiques se développent dans de l'eau, je ne l'ai pas précisé, mais les larves de moustiques sont dans des petits récipients d'eau. Donc pour chaque gîte larvaire, on a épandu du DDT, et on l'a fait de manière systématique avec un protocole quasiment militaire. Et ça a très bien marché, puisque entre 1947 et 1962, il y a une vingtaine de pays qui se sont déclarés débarrassés du moustique Aedes aegypti. Le problème, c'est pour maintenir cette situation, puisque lorsque le programme d'éradication a été arrêté en 1985, il n'en a fallu que quelques années pour que le moustique réenvahisse les zones où il avait été éliminé. Et donc on voit ici, au début du XXIe siècle, eh bien, le moustique avait non seulement recolonisé les zones où il était présent autrefois et où il avait été éliminé, mais il s'est même répandu de manière encore plus large que là où il était auparavant. Donc, ce que cet exemple montre, c'est que le contrôle des vecteurs, c'est possible, ça marche, mais c'est très dur à maintenir sur le long terme, parce qu'il faut constamment intervenir. Et le deuxième problème, c'est qu'il suffit de très peu de moustiques pour que les arbovirus soient transmis. En fait, Singapour, c'est un exemple où le contrôle des vecteurs est extrêmement strict.
On peut même avoir une amende hein, si les inspections démontrent que vous avez des moustiques qui se développent dans votre jardin ou sur votre balcon. Et donc depuis les années 60, on va dire, les Singapouriens ont réussi à vraiment faire diminuer la population de moustiques. Ici, c'est un indice de la densité de moustiques. En noir, ici, vous voyez que depuis, disons, le début des années 70, il n'y a quasiment plus de moustiques. Enfin, on en détecte quelques-uns, mais c'est très très peu. Or, malgré cette faible densité de moustiques, on voit en rouge que l'incidence de la dengue, depuis les années 90, c'est-à-dire la phase finale de consolidation de l'émergence de la dengue, la dengue a lieu, la dengue fait des épidémies de manière très régulière, il y a des oscillations, mais elle a tendance à vraiment augmenter. Donc malgré le faible nombre de moustiques qui sont présents, Singapour connaît quand même l'émergence de la dengue. Donc au final, on a une situation où on a du mal à contrôler les moustiques sur le long terme, et en plus, il faut un contrôle quasi absolu pour que l'émergence soit empêchée. Alors pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut contrôler ce arbovirus, il est intéressant d'examiner le fameux R0, le fameux nombre reproducteur de base que Philippe a mentionné. Et je suis sûr que Simon Kochmes, la semaine dernière, a dû développer cet aspect. Je ne sais pas si vous avez vu le film Contagion, qui retrace de manière un peu fictive l'émergence d'un pathogène qui serait un peu similaire au SRAS, on va dire, et où, à un moment, Kate Winslet, qui est une spécialiste du CDC, explique ce que c'est le R0, c'est-à-dire le nombre de cas secondaires qu'un pathogène va créer en moyenne lorsqu'il est introduit dans une population naïve. Et elle explique très bien ce concept. Et alors, comment est-ce qu'on calcule un R0 pour un arbovirus? Parce que finalement, puisqu'il y a un vecteur, ça change un petit peu la donne par rapport à un virus qui serait transmis directement, comme le SRAS ou comme l'Ebola. Et donc, pour un arbovirus, finalement, le R0, c'est le nombre total de piqûres infectieuses qu'un individu humain va générer. C'est-à-dire, si moi je suis infecté, combien de moustiques infectieux je vais créer qui vont pouvoir infecter d'autres gens. Et au niveau mathématique, on peut le traduire par cette petite équation qui contient, comme vous voyez, de nombreux paramètres. Alors, il y a une partie de ces paramètres qui finalement est liée à l'hôte humain, donc ce qu'on appelle la compétence. C'est rien d'autre finalement que la sensibilité de l'être humain au virus, c'est ce qui va pouvoir répliquer le virus. Et puis le taux de guérison, qui, quand on prend son inverse, l'inverse du taux de guérison, finalement, c'est la durée de l'infection. Donc plus on est infectieux, enfin plus la durée de l'infection est longue, plus on a de chances de transmettre. Donc c'est comme ça qu'on contribue au R0. Et puis tous les autres paramètres, ce sont des paramètres qui sont liés finalement au vecteur. Et je crois que cette équation illustre assez bien le fait que finalement l'épidémiologie des arbovirus et des maladies vectorielles en général, elle dépend beaucoup plus, en tout cas mathématiquement, du vecteur que de l'être humain. Et c'est entre autres pour ça, je pense que historiquement, on s'attaque au vecteur plutôt qu'à soigner les gens ou prévenir en tout cas la maladie chez l'homme. Alors, ouais, je peux peut-être quand même juste passer en revue les différents paramètres. Il y a la densité de moustiques, hein, c'est la densité relative, donc combien de moustiques par personne. Plus cette densité relative est grande, plus il y a de chances que le virus soit transmis. Il y a la probabilité de piqûres journalières, combien de fois un moustique pique un être humain par jour. Et vous voyez que cette probabilité, elle est au carré, parce qu'il faut une piqûre pour acquérir le virus et une piqûre pour le retransmettre. Il y a la durée de vie du moustique, parce qu'il faut qu'il survive pendant les N jours de la période d'incubation du virus à l'intérieur du moustique. Et puis, il faut qu'il survive après au-delà. C'est le dénominateur de l'équation. Puis, il y a ce qu'on appelle la compétence vectorielle, qui n'est rien d'autre finalement que la sensibilité, cette fois-ci, du moustique, et non pas de l'être humain. Voilà. Donc, quand on développe un vaccin ou quand on traite les gens qui sont malades ou qu'on a une méthode de prévention, finalement, ce qu'on fait, c'est essayer d'intervenir au niveau des paramètres qui concernent l'hôte humain. Et ça, comme je vous ai dit, on n'a pas beaucoup de solutions parce que le plus souvent, pour ces arbovirus, on n'a ni vaccin ni stratégie thérapeutique. Et quand on essaie d'éliminer les moustiques, ce qu'on fait, c'est s'attaquer aux autres paramètres, une partie en tout cas des paramètres entomologiques. Donc on essaie de diminuer la densité de moustiques, on essaie d'empêcher les moustiques de piquer ou on essaie de les empêcher de survivre. Et moi, ce que je voudrais aborder pour la fin de cet exposé, c'est des techniques qui sont en cours de développement, puisqu'on a vu que les techniques qui s'attaquent aux moustiques directement, elles ne marchent pas bien.
il y a des stratégies qui sont en cours de développement et qui, cette fois-ci, ciblent la relation entre le moustique et l'arbovirus. Donc on s'attaque cette fois-ci à la sensibilité du moustique à l'arbovirus, la compétence vectorielle, ou à la durée d'incubation dans le moustique, puisque si le moustique meurt avant que le pathogène soit transmissible, alors finalement il n'y a plus de transmission. Parce qu'il faut savoir qu'un moustique, ce n'est pas une seringue mécanique qui va retransmettre le virus. En fait, il y a un cycle infectieux très sophistiqué à l'intérieur du moustique. Le moustique a lui-même un système immunitaire qui lui permet de se défendre contre les infections virales. Et donc, le virus doit passer au travers de toutes ces barrières anatomiques, physiologiques et immunologiques pour aller du repas sanguin dans lequel il est ingéré jusqu'aux glandes salivaires d'où il va pouvoir être retransmis un futur hôte. Donc souvent, on distingue les barrières d'infection du tube digestif du moustique, la barrière de dissémination du virus au reste du corps du moustique, et puis les barrières de transmission, parce que le virus doit envahir les glandes salivaires et être relargué dans la salive du moustique lors d'une piqûre. Il y a aussi le paramètre de comme je vous l'ai dit, la période d'incubation extrinsèque qui est très importante, parce qu'en général, pour un flavivirus comme la fièvre jaune, la dengue ou le Zika, il faut entre 1 et 2 semaines pour qu'un moustique qui a piqué une personne virémique devienne infectieux à son tour. Et 1 à 2 semaines, finalement, c'est à peu près la durée de vie d'un moustique dans la nature. Donc la plupart des moustiques vont mourir au moment où ils seraient capables de retransmettre, ou à peu près à ce moment-là. Et donc, si on peut finalement retarder ou rallonger cette période d'incubation dans le moustique, alors on va éliminer une grande partie des moustiques qui seraient capables de transmettre. Donc ce que les gens ont commencé à imaginer, c'est qu'on pouvait peut-être manipuler ces paramètres, la compétence vectorielle et la durée de l'incubation extrinsèque dans le moustique, en modifiant les populations de moustiques. Puisqu'on a vu que d'éliminer les moustiques, on n'y arrive pas, ou pas sur le long terme, on s'est dit on va les remplacer. Donc on a une population de moustiques sauvages qui est capable d'assurer la transmission du virus. Et ce qu'on veut faire, c'est introduire des moustiques modifiés qui sont porteurs à la fois d'un mécanisme antiviral, un effecteur qui va bloquer le virus d'une manière ou d'une autre, ou rallonger suffisamment sa période d'incubation extrinsèque pour que le moustique n'ait pas le temps de transmettre. Et puis souvent, il faut un mécanisme de forçage génétique pour favoriser la propagation de cet effecteur antiviral. Et on espère qu'à la fin, on va obtenir une population modifiée. Donc les moustiques sont toujours là, mais ils ne sont plus capables de transmettre le virus. Alors évidemment, cette stratégie, elle est assez osée, et elle repose sur pas mal d'hypothèses dont on n'a pas forcément vérifié la validité, parce qu'une fois qu'on a introduit ce mécanisme antiviral dans la population, on suppose qu'il va se répandre, et on suppose qu'en ayant modifié la population de moustiques dans son ensemble, on va réduire la transmission du virus. Et en réduisant la transmission du virus, on espère que ça va réduire l'incidence de la maladie. Alors actuellement, je dirais qu'on est à peu près à ce stade-là. On a vérifié ces 2 premières étapes, mais il reste encore vraiment à faire la preuve de principe qu'en modifiant une population de moustiques sauvages, on va pouvoir avoir un effet sur l'épidémiologie et sur la maladie. Et ces stratégies, elles ont été développées notamment grâce aux progrès qu'on a fait dans la manipulation génétique des moustiques. On est capable maintenant, comme pour beaucoup d'autres organismes, de modifier le génome presque à volonté du moustique. Et ça a été vraiment accéléré de manière encore plus spectaculaire ces dernières années, comme dans beaucoup d'autres domaines en biologie, avec la venue de ces fameux ciseaux moléculaires qu'on appelle CRISPR, qui permettent assez facilement, entre guillemets, et assez rapidement, en injectant une nucléase, la Cas9, et un petit ARN guide, de passer d'un moustique sauvage à un moustique mutant, simplement en injectant ce mélange dans l'œuf, dans l'embryon de moustique. Et en ciblant un gène d'intérêt, par exemple. Vous voyez ici qu'en ciblant le gène qui code pour la couleur des yeux chez le moustique, on peut passer d'un moustique sauvage avec des yeux noirs à un moustique mutant avec des yeux rouges. Et ça, c'est ce qu'on a fait dans mon labo en moins de 3 mois. Donc on peut vraiment, à l'heure actuelle, modifier un moustique génétiquement de manière permanente. Mais ce dont je vais vous parler, ce n'est pas tellement la manipulation génétique des moustiques, c'est une autre stratégie qui existe pour modifier les populations sauvages de moustiques et qui repose, lui, non pas sur la manipulation génétique, mais sur l'infection par une bactérie qui s'appelle Wolbachia. Wolbachia, c'est une bactérie endocellulaire, endosymbiotique, c'est-à-dire qu'elle infecte l'intérieur des cellules de son hôte et qui est présente chez à peu près 2/3 des insectes. Donc c'est une bactérie naturelle qu'on trouve dans beaucoup d'insectes, pas forcément ceux qui nous intéressent, mais en tout cas, elle a été découverte dans les années 20
chez un moustique qui s'appelle Culex pipiens. Cette bactérie est restée plutôt une curiosité, notamment parce qu'elle manipulait la reproduction de son hôte pendant pas mal d'années, jusqu'au moment où des gens ont proposé, dans les années 60, d'utiliser cette bactérie à des fins de contrôle. Parce qu'en manipulant la reproduction du moustique, on s'est imaginé qu'on pouvait peut-être interférer avec les populations sauvages. Mais cette proposition n'a pas forcément été suivie par le développement de programmes et d'implémentation de méthodes de contrôle réelles. Mais c'est au tournant du siècle, il y a environ une dizaine d'années, que là vraiment, il y a eu une série de découvertes phénoménales qui ont donné un nouvel essor à l'utilisation de Wolbachia pour contrôler les populations de moustiques. Donc la première, ça a été d'établir une infection stable chez Aedes aegypti, qui lui est naturellement dépourvu de Wolbachia. Et on pensait qu'on ne pouvait pas infecter ce moustique avec Wolbachia, mais une équipe américaine a réussi à le faire, et à partir de là, on s'est dit, ah ben, si c'est possible, alors l'espoir est permis qu'on puisse utiliser Wolbachia pour contrôler Aedes aegypti, qui est le vecteur principal d'arbovirus. Et seulement quelques années après, on a découvert de nouvelles propriétés de Wolbachia qui étaient encore plus époustouflantes parce qu'en plus de manipuler la reproduction du moustique, on s'est rendu compte que Wolbachia elle-même protégeait le moustique contre les virus. C'est-à-dire qu'un moustique Aedes aegypti transfecté par Wolbachia de manière artificielle devenait résistant naturellement aux arbovirus et à tout un tas d'autres pathogènes. Donc finalement, on n'avait même plus besoin d'avoir un mécanisme antiviral puisque la bactérie elle-même, qu'on pensait plutôt utiliser comme une méthode de forçage génétique, elle-même faisait le boulot de rendre le moustique résistant à l'arbovirus. Et en plus, la souche de Wolbachia qui avait été introduite à cette époque-là, qui venait de la drosophile, raccourcissait la vie du moustique. Donc on avait un double effet, à la fois elle protégeait le moustique contre l'infection, et en plus elle raccourcissait sa vie, ce qui faisait que finalement on avait vraiment 3 en 1, une méthode. Et c'est que 2 ans plus tard que les Australiens qui avaient fait cette découverte se sont dit, on va essayer tout de suite dans une population sauvage. Est-ce qu'on peut répandre Wolbachia dans une population de moustiques sauvages? Parce que c'était vraiment la première hypothèse qu'il fallait vérifier. Est-ce que vraiment ça va se répandre comme c'est prédit par les modèles? Et c'est précisément ce qu'ils ont fait. Donc l'équipe de Scott O'Neill en Australie, au cours de l'année 2011, ont relâché dans 2 localités du nord de l'Australie, Yorkeys Knob et Golden Vale, pendant 10 semaines durant, des moustiques qu'ils avaient infectés au laboratoire avec cette bactérie. Et vous voyez ici la fréquence de moustiques infectés par la bactérie qui augmente et qui se stabilise quasiment à 100%. Et plusieurs années plus tard, ils ont pu confirmer que la bactérie persistait dans une population sauvage. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas. Ce qui prouvait donc la première hypothèse, la bactérie peut effectivement se répandre dans une population sauvage. Mais là, pour l'instant, on n'a qu'un effet entomologique. Et la raison pour laquelle ça se répand, c'est ce qu'on appelle l'incompatibilité cytoplasmique. C'est-à-dire qu'en fait, la bactérie triche un petit peu avec les lois de l'hérédité. Quand une femelle moustique est infectée avec la bactérie et qu'elle s'accouple avec un mâle qui ne l'est pas, tous les œufs sont porteurs parce qu'il y a une transmission maternelle. Lorsque la femelle est infectée et le mâle aussi, bien évidemment, toute la descendance est infectée. Mais là où vraiment on a une distorsion de l'hérédité, c'est quand un mâle infecté va s'accoupler avec une femelle qui ne l'est pas, les œufs sont stérilisés. Ce qui fait qu'en fait, la bactérie, quand elle est introduite dans une population, elle va favoriser sa propagation parce que les mâles vont stériliser les femelles qui ne sont pas porteurs et qui donc n'auraient pas transmis la bactérie à leur descendance. Le phénotype de blocage des arbovirus dans le moustique par la bactérie, au début ça avait été testé au laboratoire, donc évidemment la grande question c'est est-ce que ça va marcher avec des arbovirus dans une situation naturelle? Et ça a été confirmé par une équipe au Vietnam où les gens ont nourri les moustiques avec du sang de patients virémiques, dans une situation vraiment réelle, où les gens étaient naturellement infectés par les virus de la dengue. Vous pouvez voir ici la proportion de moustiques infectieux, c'est-à-dire des moustiques qui ont du virus dans leur salive. Je pense que c'est 2 semaines après avoir gorgé sur un patient virémique, en fonction de la virémie, parce qu'on sait que, de manière générale, plus il y a de virus dans le sang, plus il y a de moustiques qui vont devenir infectieux. Il y a une relation assez bien caractérisée. Mais ce qu'on voit, c'est que pour les 4 sérotypes de dengue, quand les moustiques ne sont pas infectés par Wolbachia en noir, ils transmettent beaucoup mieux que quand ils sont infectés par Wolbachia en vert. Alors clairement, ce n'est pas un phénotype parfait, dans le sens où même quand les moustiques sont infectés par la bactérie Wolbachia, ils transmettent un petit peu. Mais ils transmettent suffisamment moins bien pour que les modèles mathématiques prédisent que c'est suffisant dans des régions où il n'y a pas forcément une grande transmission pour éliminer la transmission du virus collectivement. Et donc pour l'instant, je ne peux pas encore vous dire si ça va marcher parce que c'est vraiment un travail qui est en cours.
mais les premières observations sont assez prometteuses, puisque l'endroit où on a le plus de recul, finalement, c'est ces localités du nord de l'Australie où les moustiques ont été relâchés pour la première fois et où on sait que Wolbachia est présente. Et bien, dans ces régions-là, quand on regarde le nombre de cas autochtones de dengue et le nombre de cas qui sont importés, depuis, disons, le début des années 2000 jusqu'à 2011 où Wolbachia a été relâché, il y avait fréquemment des épidémies de dengue. Vous pouvez voir presque chaque année. On voit des flambées épidémiques de dengue et dont on pense qu'elles sont issues de l'importation par les touristes australiens qui vont à Bali ou ailleurs et qui ramènent du virus dans leur valise. À partir du moment où Wolbachia a été introduit dans ces localités, plus de dengue. Et pourtant, on sait que c'est un virus qui continue d'être importé. On voit qu'il y a de l'importation, mais il n'y a plus de transmission. Alors, ce n'est pas une preuve. Scientifiquement, il manque un témoin, en quelque sorte. Il faudrait vraiment pouvoir dire, si on avait fait la même chose sans Wolbachia, est-ce qu'il y aurait aussi disparition? Et la période antérieure, ce n'est pas un vrai témoin, parce qu'il y a plein de choses qui ont pu changer entre-temps. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui ont pu changer. Donc, du point de vue scientifique, on ne peut pas encore considérer qu'il y a la preuve que ça marche, mais disons que c'est très encourageant. Et il existe à l'heure actuelle en Indonésie et au Brésil des essais cliniques, enfin, c'est l'équivalent d'essais cliniques pour des méthodes de contrôle des vecteurs, qui visent à le démontrer avec vraiment un schéma expérimental approprié, avec des zones avec et sans Wolbachia qui sont comparables et avec lesquelles on pourra dire oui ou non, est-ce que l'incidence de la maladie est réduite quand les moustiques sont infectés par Wolbachia. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Et donc en conclusion, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que les facteurs de l'émergence des arbovirus, elles sont surtout humaines. Enfin, elles reposent beaucoup sur la mondialisation des échanges, sur l'urbanisation incontrôlée et le manque de méthodes de contrôle, ou en tout cas leur inefficacité. Bien sûr, il y a d'autres facteurs. Là, j'ai parlé des trois principaux, mais il y a beaucoup d'autres facteurs comme le manque de volonté politique ou le manque de ressources dans beaucoup de pays, la dégradation des infrastructures de santé publique, le changement de mode de vie, le fait que l'industrie automobile a développé le commerce des pneus usagés, par exemple, et qui a favorisé l'expansion des moustiques, le fait qu'on utilise beaucoup plus de récipients en plastique qui servent de gîte larvaire à ces moustiques. Puis je n'ai même pas parlé de l'évolution des virus, mais on sait pour le virus chikungunya, par exemple, qu'il y a une mutation qui lui a permis d'être mieux transmis par le moustique tigre et qui a favorisé des épidémies dans les régions où ce moustique était prédominant. Voilà, donc il y a beaucoup de facteurs. C'est clairement un problème multifactoriel, mais vous avez pu voir à la fin que les scientifiques sont pleins de ressources et qu'on a des stratégies en cours de développement qui sont très prometteuses, qui ne seront sûrement pas parfaites. Ça ne va pas sauver la planète d'un claquement de doigts, mais néanmoins, on voit qu'on a des pistes très sérieuses. Et maintenant, on attend avec impatience les résultats des essais sur le terrain qui ont lieu actuellement et dont on connaîtra les résultats l'année prochaine, j'espère. Je vous remercie pour votre attention.